Bonjour à toutes et à tous et merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire sur la santé organisé par toute l'équipe de Convergence 2026 et nous avons le plaisir d'accueillir deux grands experts, Bettina Experton, expert en santé, ainsi que Christophe Poulet, expert en santé environnementale. Mais je vais laisser la parole à Cynthia Ajar, notre tête de liste, qui va vous parler, enfin qui va commencer cette discussion. Merci beaucoup. Merci Inès. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est plus qu'un plaisir, un honneur d'accueillir Bettina Experton et Christophe Poulet aujourd'hui qui vont nous parler d'un sujet qui nous touche qui nous touche à toutes et à tous, sujet sur la santé. Comme vous le savez, Convergence 2026 a été créée euh, regroupe un ensemble d'experts présents sur le terrain depuis des décennies qui déjà vous servent et se défendent vos intérêts tout au long de leur parcours. Je suis vraiment très honorée de, d'organiser avec toute cette équipe ces webinaires avec nos experts et aussi des experts que nous avons en France qui nous suivent depuis déjà de longues années et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, Bettina et Christophe vont nous parler de toutes leurs expériences passées et vous aurez aussi l'occasion de poser des questions à la fin dans le chat et nous arriverons, une fois que nous serons arrivés à la fin de ce webinaire, les réponses vous seront données. Convergence 2026 est une liste neutre politiquement, parce que pour défendre vos droits et vos intérêts, nous n'avons pas besoin de porter une étiquette politique. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Bettina Experton et ensuite Christophe Poulet. Merci beaucoup. Merci Cynthia, merci Inès, et je suis ravie d'être là avec vous et de partager ce webinaire avec Christophe sur le sujet de la santé et plus particulièrement de la santé publique qui est ma spécialité. Je suis médecin de santé publique. Ça fait plus de 30 ans que je suis aux États-Unis. J'ai été un médecin de santé publique pour l'État de Californie. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai créé ma propre société d'informatique de la santé pour, euh, pour mettre des solutions, pour offrir des solutions informatiques à ces grands problèmes de santé publique. Donc, je vais vous montrer quelques slides pour un petit peu expliquer ce qu'on fait et en quoi ça peut vous impliquer dans votre vie quotidienne et au niveau de la population ici aux États-Unis. Donc, je vais partager. Euh, Est-ce que vous voyez mes slides là maintenant? Pas encore. Pas encore. OK. Donc, voilà. Et là, vous pouvez les voir? Oui, Très bien. Donc, Umetrix, c'est le nom de ma société que j'ai créée en 99 à San Diego. On est basé à San Diego, mais on offre nos solutions informatiques dans le domaine de la santé dans le monde entier. Et Umetrix, le nom que j'ai créé, c'est des solutions du software pour l'humain, pour les êtres humains, pour la santé. Donc, on est basé à San Diego. On est un pionnier de la santé digitale aux États-Unis et on a offert des solutions qui ont été primées depuis des années par le gouvernement fédéral américain, l'État de la Californie ou le NHS en Angleterre. On offre des solutions à l'utilisation des patients, des citoyens, qui ont été reconnus par le ministère de la Santé aux États-Unis, le Center for Medicare and Medicaid Services, qui s'occupe des programmes d'assurance maladie Medicare et Medicaid que vous connaissez bien. Une de nos solutions est la plus téléchargée et autorisée par le programme Medicare. Nous avons aussi des solutions qui ont été primées, distribuées aux vétérans américains. Euh,
et puis, nos solutions servent le public, les médecins et les organismes de santé publique. On a reçu plusieurs prix aussi. On a été reconnus par la FTC, la Federal Trade Commission, parce que nos solutions sont basées sur une protection de la vie privée et ce qu'on appelle en anglais, elles ont été dessinées avec Privacy by Design Architecture. On a gagné un grand concours de la Federal Communication Commission pour une solution de gestion de l'urgence. Et plus récemment, pendant la pandémie, au niveau de la santé publique, par exemple, on était sous contrat avec le ministère de la Défense qui était chargé d'aider les hôpitaux partout aux États-Unis, ces hôpitaux qui étaient submergés par la pandémie. Et là, le ministère de la Défense, les militaires avaient besoin d'avoir une vue prédictive de où la pandémie allait frapper le plus fort, quels hôpitaux avaient besoin de leurs aides, que ce soit des aides de personnel médical, infirmiers, médecins, ou d'équipements. Et c'est pour cela on a notre technologie a surveillé plus de 20 millions de personnes aux États-Unis pendant 18 mois et on analysait chaque semaine plus de 100 millions de données médicales venant du programme Medicare. Donc on a pu aider ces militaires et justement au niveau de cette pandémie. Plus récemment encore, revenu en France, on était heureux d'avoir été appelé pour fournir une de nos solutions aux Jeux Olympiques de Paris. Je vous en dirai quelques mots à ce sujet. Donc voilà, on offre une série de plateformes informatiques à utilisation pour l'utilisation des patients, comme celle qu'on a faites pour les Jeux Olympiques, mais aussi des dashboards de surveillance épidémiologique qui étaient aussi fournis aux Jeux Olympiques, des solutions de triage multilingues, etc. Voilà ce qu'on a offert aux Jeux Olympiques de Paris. La problématique, c'était de la prise en charge des patients, que ce soit des spectateurs ou les athlètes, tombant malades ou ayant un accident, que ce soit au niveau des sites olympiques, dans les stades par exemple, ou allant aux urgences des hôpitaux parisiens. Et la problématique, c'était la prise en charge rapide de gens qui venaient du monde entier, plus de 10 millions de spectateurs, 15 000 athlètes venant du monde entier. Et donc, on a fourni une de nos solutions de intake, faisant un peu d'anglais ici, enfin de triage de ces patients, leur demandant dans leur langue directement quels étaient les problèmes dont ils avaient besoin pour lesquels ils avaient besoin de prise en charge. Et aussi, on leur demandait dans leur langue, dans plus de 45 langues, quelles étaient leurs problématiques, leur historique médical, les traitements qu'ils prenaient, etc. Et cette solution permettait en temps réel de traduire ces données médicales en français pour que les soignants, qui soient des médecins, des infirmiers sur ces sites olympiques ou aux urgences des hôpitaux parisiens, puissent comprendre ces personnes et les prises en charge rapidement. Et cela, on a pu le faire parce qu'on a une base mondiale de médicaments pour faire la convergence de médicaments. On a donc cette solution de traduction précise médicale en plusieurs langues. Et puis, comme vous voyez en bas, ce dashboard représentait la surveillance épidémiologique au jour le jour et même d'heure en heure de qui était pris en charge, pourquoi sur ces sites olympiques ou dans les hôpitaux parisiens. Donc voilà quelques images de ces équipes médicales. Là, je crois que c'était à Bercy, où notre technologie était disponible comme partout. Et sur un plan pratique, elle était accessible par le scannage d'un code QR que vous voyez là sous cet ordinateur portable, qui ouvrait une application dans la langue de la personne qui scannait ce code QR pour pouvoir répondre aux questions et pouvoir communiquer avec ses soignants sans barrière de langue. Et voilà donc ce dashboard de syndrome de surveillance syndromique et those bars
plus parler français, là. Voilà, ces barres de couleurs différentes représentent des syndromes différents. Par exemple, en bleu, c'était les maladies infectieuses respiratoires. Évidemment, les organisateurs des Olympiques avaient peur d'une autre vague de Covid, n'a pas eu, mais on pouvait détecter ça donc sur la base de l'information qu'on recevait de ces applications quand les personnes exprimaient quels étaient leurs symptômes. Donc, on pouvait faire cette surveillance. Donc, à gauche, c'était les Jeux Olympiques, plus d'activité pendant 15 jours, ensuite les Jeux paralympiques sur la droite. Et à la fin des Jeux olympiques et paralympiques, à peu près 80% des personnes qui étaient prises en charge ont utilisé notre technologie dans plus de 22 langues, je me souviens bien, et venant de 97 pays différents. Autre exemple de ce type de surveillance épidémiologique qu'on a fait, ça c'est le travail qu'on a fait pour les militaires pendant la pandémie. Donc on avait aussi un dashboard, on analysait ces données de façon hebdomadaire en temps réel, suivant plus de 20 millions de personnes dans le programme Medicare, donc des personnes âgées plus à risque d'être hospitalisées et faisant de l'analyse sur plus de 100 millions de feuilles de soins médicaires par semaine. On a construit en faisant ça une des plus grosses bases de données concernant le Covid dans le monde, 7 terabytes. Et puis ce graphe en bas avec ces barres de rouge et violette montrait l'étude d'efficacité du vaccin qu'on a conduite aussi pour la FDA. Et on a été les premiers à montrer que le vaccin Covid, qui était très efficace, en fait, était efficace pendant une période limitée. C'est pour ça qu'il y avait besoin de rappels de vaccins. C'est grâce à nos données, à nos analyses que la FDA a pu en grande partie approuver donc ces rappels de vaccins. C'était en septembre 2021. Voilà une des cartographies qu'on faisait, c'est la région de Los Angeles. Ces couleurs donc en mauve montrent le risque à faire un mauvais Covid qui conduirait à une hospitalisation. Et plus la couleur est foncée, plus le risque est intense. Et vous voyez qu'il varie en fonction des régions précises, des zip codes précis de cette région de Los Angeles. On a fait ça pour tout le pays. Et ces cercles orange d'intensité différente représentaient les taux d'hospitalisation de ces personnes. Et vous voyez qu'il y a en fait une bonne correspondance avec ces cercles orange très foncés qui se superposent sur les zones plus à risque en mauve plus foncé. Donc on a fait ça dans le pays entier et donc pour guider les militaires à où justement se déployer au point de vue personnel et supply. Et fait intéressant en tant que Français, j'étais heureuse de voir que nos travaux ont aussi guidé la France à inciter les Français à se faire vacciner et avoir des rappels de vaccins. Là, au journal de 20 heures au mois de septembre 2021, à ma surprise, j'ai vu à la télévision donc il montrait nos données et nos résultats, citant la société qui avait conduit ces travaux. Donc voilà ce qu'on fait. Au jour d'aujourd'hui, il faut se préoccuper d'autres virus. Vous avez tous entendu parler évidemment de l'hantavirus. Et pour ça, il y a des cartographies, je vais passer notre slide, voilà, qui montrent un petit peu la surveillance que fait la CDC, où travaille Christophe, sur ces cas contacts, où les gens qui ont été infectés, donc à partir de ces premiers cas qui sont déclarés sur ce bateau dans l'Atlantique du Sud. Donc, vous voyez, toutes les régions, là, ces points illustrent les régions du monde où des cas contacts à l'hantavirus se sont déclarés récemment. Cette cartographie date du 11 mai, donc elle n'est pas complètement à l'heure, mais voilà, comme on le sait très bien, les virus ou les bactéries ne s'arrêtent pas aux frontières et l'épidémiologie peut s'appliquer dans le monde entier. Aux États-Unis, en particulier dans notre région du sud-ouest américain, il faut par exemple penser et considérer la maladie de Lyme qui peut être attrapée par une piqûre de tique.
Alors, elle a démarré d'abord sur la région est des États-Unis, mais avec le temps, elle s'est déployée vers l'ouest. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nos États du sud-ouest américain sont victimes de cette maladie de Lyme. Et donc, il faut se méfier des piqûres de tiques. Il faut s'habiller correctement lorsque on va dans la nature. Et voilà, le type d'infection dont il faut se soucier au jour d'aujourd'hui. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter pour illustrer ce que je fais au quotidien dans ma société que j'ai créée ici à San Diego. Euh, j'ai aussi, je crois, Alain, une vidéo. Vous pouvez passer sur des solutions qu'on a présentées au CES de Las Vegas cette année et qu'on offre donc dans le monde entier. Donc j'ai une vidéo, je crois, d'à peu près 3 minutes que Alain D'accord. peut vous passer maintenant. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, formidable. Merci infiniment, Bettina. Je vais passer la vidéo. Je voulais rappeler que Bettina est la fondatrice et le CEO de la société Metrix et qu'elle est également membre du board de la French Tech de San Diego. Je passe la vidéo si vous me donnez une seconde pour la mettre en route. Alors, on n'entend pas le son, donc je vais faire un petit peu des commentaires. Donc, cette vidéo illustre toutes ces solutions informatiques que nous offrons, des solutions mobiles d'usage des patients. Celle-ci, c'est une solution de triage qui est typiquement utilisée sur des tablettes pour pouvoir faire le triage de ces malades, quelle que soit leur langue. Donc, cette infirmière va choisir la langue de ce patient et pouvoir faire ce triage et comprendre, donc, quelle que soit la langue du patient, quels sont ses problèmes. Là, c'est une solution de surveillance épidémiologique aux frontières, par exemple dans un aéroport, où en fonction de la région où on vient, on peut, donc on est questionné sur son risque infectieux. On va voir quelle est la solution suivante que cette vidéo va montrer. Alors là, la problématique qu'une des solutions qu'on offre résout, c'est le fait que les médicaments, par exemple, que l'on prend partout dans le monde, sont vendus sous des noms différents. Là, le Tylenol aux États-Unis, c'est du paracétamol en France, mais dans tous les pays du monde, il est offert sous des noms différents. Notre solution va chercher le médicament équivalent au médicament qu'on prend, par exemple, aux États-Unis quand on voyage partout dans le monde. Donc là, pour illustrer ça, c'est un jeune Californien qui est à Shanghai, qui est asthmatique, et son inhaler, voilà, tout d'un coup est vide. Donc il rentre dans une pharmacie en Chine, il ne parle pas le chinois, il monte son inhaler, mais il a dans sa main des solutions informatiques qu'on a qui parlent le nom du médicament équivalent à son médicament disponible en Chine. Donc cette pharmacienne peut lui fournir son médicament, voilà, même s'ils ne peuvent pas communiquer tous les deux en chinois. Et puis, donc, cette technologie, on appelle ça, il y a de l'AI dedans. Donc, elle est offerte pour les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques. Donc, voilà ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques de Paris. La solution a été offerte partout sur tous les sites. Donc, un poster avec un code QR à scanner par les patients. Et, et aussi sur les 200 sites olympiques et aussi dans les sites hospitaliers aux urgences. Donc voilà, un jeune fan de football. Euh, vous verrez, il parle arabe et il tombe, voilà, il, il passe out à une syncope, il arrive à l'hôpital. Ce médecin français ne parle pas arabe. Et son application crée un QR code. Le scannage de ce QR code ouvre le questionnaire en français. Donc, on est passé en temps réel
de l'arabe en français. Là, c'est la même utilisation aux urgences d'un hôpital. Et ce qui était merveilleux, c'est de voir à quel point c'était utile et d'avoir un retour d'expérience positive de tous ces bénévoles ou professionnels euh, en France qui sont occupés de ces patients. Donc, au total, comme je vous l'ai dit, euh, des gens venant de 97 pays différents, parlant 22 langues différentes, ont pu utiliser la technologie. Voilà le tour un peu de ce que Umetrix fait. J'ai hâte d'écouter Christophe. Je rappelle aussi que Bettina, tu as été consul honoraire de France à San Diego Ah ben, super. Oui, dans les années 2000, oui. dans les années 2000, exactement. C'est un petit détail que je voulais préciser. Christophe, à toi. Ok, merci beaucoup. Merci Cynthia, merci Alain et Inès et aussi à Bettina pour cette présentation sur Umetrix. C'était très intéressant pour moi de voir ce que vous faites avec votre compagnie, votre boîte à San Diego. De ma part, et merci aussi à tout le monde qui nous visualise ou qui sont à l'écoute aujourd'hui. Mais pour ma part, moi, je travaille pour, d'abord, je suis scolarisé aux États-Unis, hein. Je suis citoyen français et américain. Et j'ai fait mes études en Virginie, à l'université de William and Mary, et puis après ici au Colorado, à l'université du Colorado, avec une spécialisation de maîtrise en santé environnementale et en système d'information géographique. Et puis, je travaille pour le gouvernement américain en santé publique et je suis dans une agence qui a des régions. On est censé travailler sur le terrain avec le public américain et aussi avec nos partenaires en santé publique et environnement à tous les niveaux, au niveau local, donc les départements de santé des comtés américains, des counties, County Health Departments, et puis aussi les départements de santé et environnemental des différents États dans la région ouest des États-Unis. Et bien sûr avec nos partenaires au ministre de l'Environnement, de EPA, Health and Human Services et d'autres agences aussi qui ont du travail dans ces domaines. Et il y en a beaucoup en fait. En général, notre travail, ça a un rapport avec tout ce qui est sites et sols pollués, la toxicologie, épidémiologie, etc., dans cette région des États-Unis. Donc, on travaille avec le programme Superfund, qui est en fait un programme, une loi américaine qui est unique au monde parce que ça, en fait, ça permet que tous les sites qui sont pollués, qui sont évalués, peuvent être mis dans une liste prioritaire pour être dépollués par un fonds qui existe par les contribuables, par une taxe sur les contribuables et aussi sur les compagnies industrielles pour justement avoir de l'argent pour dépolluer des sites orphelins où il n'y a pas de partie responsable. Donc ça, en général, ça c'est le travail que j'ai fait. Et donc, il y a beaucoup de réunions publiques. On est une agence qui peut être saisie directement par le public aussi. Donc, comment dirais-je, souvent des demandes de réviser ou de regarder une question. Ça peut être d'une agence locale, ça peut être d'un groupe qui travaille avec une communauté, ou ça peut être un citoyen qui nous saisit directement. Donc, on essaie de faire des évaluations de risques, un certain nombre d'évaluations de différents niveaux selon la disponibilité des données, hein. On est une agence de conseil et pas de réglementation, en fait. Et l'autre partie de mon travail, c'est aussi l'éducation sanitaire pour le public et pour ce qu'on appelle les healthcare providers, pour des sites pollués qui sont avec des contaminants très spécifiques, l'arsenic, le plomb, etc. Euh, et puis aussi, je travaille dans les interventions d'urgence pour tout ce qui est désastre naturel, parfois aussi chimique, aux États-Unis, bien sûr, dans les territoires des États-Unis, par exemple Porto Rico et très récemment dans les Mariannes, les îles des Marianas dans le Pacifique Nord.
Et puis aussi parfois à l'étranger parce on est censé travailler. Et quand je dis que je travaille à l'étranger, c'est pas en tant qu'expert spécifique, ça serait pour donner un appui à l'équipe technique ou médicale qui est sur place. Donc ça peut être les opérations, safety officer, logistique, etc. En dehors de ce travail, je suis depuis quelques années le président et aussi un membre du conseil de l'Alliance française de Denver. Et en 2012, on nous a demandé, c'était en fait le consulat de Los Angeles, de monter un café scientifique ici à Denver. Et donc, en 2012 ou 2013, je me souviens pas, on a commencé à faire ça avec l'Alliance française. Et donc, je continue à gérer ça. Et après la pandémie, on a pris une pause pendant la pandémie. Et puis après, en 2024-25, on a redémarré le café scientifique. Et ça a beaucoup de succès, en fait, au Colorado, parce qu'on a un grand mélange de scientifiques francophones, français et beaucoup d'Américains qui s'intéressent à la France et qui travaillent dans la science aussi. Donc, une sorte de population très éduquée qui s'intéresse à des divers sujets scientifiques. Pour nous, ça va de l'aéronautique à tout ce qui est santé publique, mais avec des liens, par exemple, dans la biologie marine ou dans la métallurgie, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose ça m'a surpris en fait, mais en fait, c'est la science au niveau du public ici au Colorado. C'est très important. Donc, je suis très content que ça continue comme ça et qu'on a toujours à peu près 50 personnes qui viennent à nos cafés scientifiques de l'Alliance française. Au niveau bon, et moi, en tant que personne qui travaille ici à Denver depuis très longtemps, je connais assez bien le système de santé publique au niveau local et aussi de l'État. Donc, pour moi, ça serait, en tant que citoyen, ça serait la première, si j'ai besoin de questions sur, par exemple, les maladies dont tu as parlé. Bettina, c'est hantavirus ou West Nile virus, par exemple. Il y a beaucoup de références et de ressources sur les sites web des grandes villes, par exemple, et aussi de l'État où on se retrouve en tant que citoyen français. Et donc, c'est par là que je commencerai d'avoir des contacts et de parler avec les gens et d'avoir plus de renseignements sur des questions de santé publique. Euh, et puis, en ce qui concerne le travail à l'étranger, moi, j'ai dû partir pour mon travail au niveau, encore une fois, au niveau soutien pour des équipes du CDC dans le passé en Côte d'Ivoire et d'autres pays dans l'Afrique de l'Ouest, notamment pendant l'Ebola euh, en 2014 pour soutenir l'intervention d'urgence pour soutenir le ministre de l'Environnement de la Guinée. C'était à Conakry et dans d'autres villes, mais ce qui était très intéressant en tant que agence qui est internationale aussi, parce que le CDC travaille beaucoup sur des maladies infectieuses à l'extérieur des États-Unis. C'est très intéressant parce qu'ils ont une équipe francophone assez forte pour partir dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, j'étais surpris à cette époque-là. Mais en fait, on nous a demandé de préparer les liens avec le gouvernement français au niveau de l'ambassade qui se trouvait à Conakry. Donc c'était très intéressant de pouvoir intégrer le côté américain, le côté français dans un outbreak. Je ne me souviens plus du nom en français pour outbreak, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'était une sorte de travail d'équipe et il fallait contacter les différents pays qui étaient impliqués dans les trois pays différents où il y avait l'épidémie de Ebola. Et donc, juste pour vous montrer une sorte d'intervention d'urgence qu'on a fait, et c'est souvent pour les ouragans aux États-Unis. C'était Katrina en 2005. Aussi, un des plus grands, c'était Porto Rico, c'était l'ouragan Maria. Donc ça, c'était sur place. Il fallait travailler dans la santé environnementale avec le gouvernement local pour établir les dégâts aux cliniques
et les hôpitaux sur l'île. Et c'est souvent ça que nous, on fait, hein. On essaye de développer un système électronique ou sur papier pour établir l'état des dégâts au système de santé qui existe dans un endroit, par exemple. Donc, c'est souvent des équipes qui partent sur le terrain par la demande de l'État, du partenaire de l'État. Et donc, ça, c'est une structure d'intervention d'urgence qui est montée par, ça peut être une agence spécifique, HHS, Health and Human Services, ou parfois c'est le EPA, ça dépend de la situation sur le terrain. Mais souvent, on est en équipe en train de faire des évaluations de dégâts et les ressources nécessaires pour réparer les problèmes qui sont présents après le désastre, hein. Ça peut être des problèmes qui sont liés aux inondations ou aussi aux dégâts du vent, par exemple. Donc, c'est toute une liste de dommages qui sont développés et aussi pour le personnel, parce que parfois, comme l'exemple que vous allez voir sur la vidéo dans quelques secondes ici que Alain va passer, c'est-à-dire que souvent quand un département de santé local a une partie de leur personnel qui doivent réparer leur maison, par exemple, donc on est censé aider ce département. Donc ça, c'était l'exemple dans les Marianas récents. euh, où on s'est intégré avec une équipe de 4 personnes sur le terrain pour faire des analyses de dégâts, mais là, c'était plutôt aider avec des inspections que le gouvernement local ne pouvait pas faire par manque de personnel, en fait. Donc Alain, je te laisse passer rapidement cette vidéo-là. Cette vidéo. Et je t'entends pas, mais je ne sais pas si le son va pouvoir passer, mais... Ah. Hmm. Ou je peux... Ah, voilà, OK. Par contre, je n'entends pas le son, mais là, on est en équipe, donc je vais... ah, mais c'est pas grave, on peut le repasser après si vous voulez. Bon, que c'est tellement... mais il y a quelqu'un qui explique ce qu'on fait, mais là, on est sur le terrain en train de faire des inspections de restaurants, d'entrepôts de vivres et aussi de systèmes d'eau qui filtrent l'eau, en fait. Et c'est pour aider l'équipe qui est sur place, une équipe de 20 personnes à peu près qui était réduite à plus de 50%. Et l'idée ici, c'est d'essayer de garder les restaurants qui ont toujours accès à de l'électricité, la réfrigération et de l'eau, de continuer à préparer des repas pour la population. Et donc, c'est une aide assez rare que nous, on fait en tant que travail, mais on fait ce qu'on est demandé, en fait, parce qu'on est au service des gouvernements locaux, des gouvernements de l'État et aussi au public, hein. Donc ça, c'était dans les Marianas pour l'ouragan récent qui s'appelait Sinlaku. Voilà. C'était juste la semaine dernière, pendant 2 semaines. Donc, des petits problèmes technologiques, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez toujours. Mais, ok, d'accord. Mais, donc, ça, c'est un exemple de ce que nous, on fait sur le terrain. Et c'est pas toujours, hein, c'est peut-être 2, 3 fois par an. Mais c'est pour vous montrer qu'on est impliqué sur le terrain. Et Saipan et les Marianas, c'est un territoire américain. Donc, c'est comme un État et on est censé aider tout le monde. Donc voilà. Mais moi, je suis implanté à Denver dans la région ouest des États-Unis. Donc voilà. Alain, on ne t'entend pas. Oui, il y a toujours un problème de son là. On ne t'entend pas. Merci beaucoup Christophe Oui. et Bettina, parce que c'était vraiment passionnant et c'est vraiment
c'est un honneur d'être sur cette liste Convergence 2026 avec vous deux. D'ailleurs, j'ai retenu tout à l'heure dans la présentation de Bettina, convergence de médicaments. Et voilà, donc ça trouve tout son sens ici. Et j'ai une question pour Bettina dans le chat. Donc, question sur la société Humetrix. Donc, j'ai une personne qui demande le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, dans quel pays Humetrix est-il implanté, et quels sont les principaux projets en cours et les challenges auxquels Humetrix fait face, on va dire, aujourd'hui. Et puis j'aurai une autre question après, moi, pour Christophe. Donc, en réponse à cette question, donc j'ai fondé Humetrix en 99. Donc, on n'est pas une start-up, on est une structure de taille moyenne. On est basé aux États-Unis, à San Diego. On a un pôle européen en fait qui est basé à Londres. On a une équipe franco-anglaise qui couvre le territoire européen. Mais si on offre nos solutions sur un plan global, parce que comme vous l'avez vu, on fait de la traduction médicale avec des outils absolument uniques, avec cette capacité de conversion, par exemple, des médicaments que personne d'autre fait. Et donc, nos clients sont des sociétés internationales ou de l'industrie du voyage, où justement, les outils peuvent être utilisés de façon à l'échelle globale. Les projets actuels, on est très occupé en ce moment parce que le gouvernement fédéral américain a lancé trois grandes initiatives d'informatique de la santé et on a des solutions qui répondent à ces trois initiatives. Euh, et il va y avoir sans doute une annonce à ce sujet-là dans quelques semaines. Et donc, je suis assez souvent à Washington pour présenter ou inviter à présenter notre technologie au ministère de la Santé. Euh, un peu pour rejoindre un petit peu ce que Christophe a présenté, Christophe gère ces situations d'urgence partout dans le monde. Une des solutions qu'on a plus récemment développées est pour prévenir les épidémies. Ça, c'était avant cet épisode de l'hantavirus. Et pour prévenir les épidémies, il faut les reconnaître à temps. Il faut aussi justement identifier les gens qui peuvent être porteurs d'un syndrome infectieux avant qu'ils arrivent à- au cours de leur destination et avant qu'ils arrivent à leur destination finale, par exemple. Et donc, on a développé une technologie de pointe qui utilise en partie l'IA, mais avec nos propres solutions, qui permettent de détecter tous les outbreaks. Donc, en français, on dit épidémie, mais c'est avant l'épidémie. Donc, on ne peut pas parler d'épidémie, par exemple, au niveau de cet dernier épisode de hantavirus, où il y a, donc, je crois qu'il y a 3 décès au jour d'aujourd'hui, et il y a une cinquantaine de personnes qui sont surveillées, qui ont été en contact avec des gens infectés, euh, possiblement infectés. Donc, c'est pas une épidémie, c'est un outbreak. Donc, on a une technologie qui permet partout dans le monde, sur la base de toutes les données disponibles, de données gouvernementales et autres, publiques, d'identifier un outbreak, quel qu'il soit, où qu'il soit, et de le montrer sur une carte aux organismes tels que le CDC ou d'autres organismes publics pour leur montrer voilà, où est-ce qu'ils pourraient agir. En même temps, on crée des questionnaires en temps réel spécifiques à cette infection particulière en fonction et dans la langue de la personne qui voyage venant de ce pays où il y aurait un outbreak of concern. Donc voilà une des choses qu'on fait en ce moment. D'accord. Merci beaucoup, Bettina, et on a hâte voilà, de suivre ce qui va être annoncé là dans les semaines à venir. En tout cas, vraiment, vraiment un honneur et vraiment un plaisir de vous avoir entendus tous les deux. Christophe, moi j'ai une question. Alors, j'ai vraiment aussi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous ces déplacements sur les sites, ces situations d'urgence et comment aider les populations à faire face
les pollutions des sols, les pollutions des eaux, etc. Et puis les virus, notamment en Afrique, etc. Et vous avez parlé aussi tout à l'heure des cafés des sciences organisés à Denver et qui remportent un grand succès. Je voulais savoir, en fait, pour moi qui suis ici à Los Angeles, est-ce que c'est possible d'assister? Il y a une façon d'assister sur Zoom à ces cafés des sciences ou est-ce que c'est uniquement en présentiel? C'était en présentiel jusqu'au dernier, il y a 3 ou 4 semaines là, et on a testé avec la section québécoise du consulat du Canada à Los Angeles, et ça a bien marché. Donc ils ont fait ils nous ont préparé un intervenant qui était à Trois-Rivières, au Québec. Et donc, cette personne est intervenue. Il y avait le deputy consul qui a parlé pendant 5 minutes, comme ça. Elle a présenté l'intervenant virtuel. Et puis, après, on avait une intervenante scientifique dans le même domaine de l'hydrogène qui était à Colorado School of Mines. Donc, elle a présenté en présentiel et ça a marché, hein. Donc, la technologie a bien marché. Donc, on pourrait essayer de faire ça dans le futur. Donc, on peut tester une fois pour voir. Voilà. En En hybride. Mais hybride, c'est non, en hybride, voilà, oui, c'est ça, en ouais, en hybride, hybride. ouais. Et c'est-à-dire que, ouais, les gens, ils ont continué à écouter la présentation en présentiel. C'était peut-être sinon le son marche très bien et les gens peuvent voir les diapositifs, Mm. le diaporama, qui est souvent en anglais. On fait l'inversé, où la présentation est en français et le diaporama en anglais ou Mm. l'inverse. Comme ça, et D'accord, en général, ça marche très bien et les gens ils comprennent. Voilà. ok. Ah bah, c'était passionnant, vraiment passionnant. Donc, je ne sais pas si Alain ou Cynthia, vous voulez reprendre la parole? Est-ce que vous m'entendez là, cette fois-ci? Oui. Oui, Ah, très bien. Il y avait une interférence avec les vidéos, malheureusement, et c'est pas voilà. grave. Euh, donc oui, je voulais vous remercier d'avoir pris du temps pour nous parler de sujets que finalement on connaît peu, mais qui sont très importants pour la santé de tout le monde. Et je voulais rappeler aussi l'importance pour tous les Français ici d'avoir une assurance de santé. C'est absolument critique et je pense que à la fois Bettina et Christophe, vous serez d'accord sur cette assertion. Je voulais aussi vous rappeler quelque chose qui est un détail pour aussi qu'il est intéressant de savoir pour les personnes qui sont retraitées. En effet, la couverture euh, maladie en France pour des Français résidant à l'étranger hors Europe euh, nécessite, pour ceux qui ne sont pas résidents en France, d'avoir 15 ans de cotisation en France, cotisation maladie vieillesse. Et donc, pour ceux qui n'ont pas ces 60 trimestres ou ces 15 années, il faut réfléchir effectivement si c'est quelque chose dont vous souhaiteriez bénéficier, parce qu'il faudra cotiser volontairement d'une façon ou d'une autre en France pour compléter ces 60 trimestres qui sont minimum. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a changé aux alentours de 2020, à un moment où le minimum pour ça est passé de un trimestre, ce qui était quasiment le cas de tout le monde, il suffisait d'avoir été stagiaire quelque part, qui est passé d'un trimestre à 60 trimestres. Et là, ça a éliminé en fait cette possibilité pour les Français qui sont pas résidents en France, mais d'avoir des soins en France lorsqu'ils sont de passage. Donc cette possibilité d'avoir la carte vitale est maintenant limitée à ceux qui ont cotisé au moins 15 ans ou 60 trimestres. Voilà, donc je voulais rappeler aussi un certain nombre de rendez-vous dans la semaine prochaine où vous pourrez nous croiser, voilà, on se verra avec grand plaisir, qui est l'apéro francophone, qui est le 19. Il y a le French Cluster qui sera à LA, donc à Silver Lake, le 21. Et le French Cluster d'Orange County qui sera donc le 28, je pense. J'étais en train de vérifier, mais c'est le 28. Voilà, c'est ça.
Donc, si vous voulez des détails là-dessus, effectivement, vous avez ça dans nos newsletters ou vous pouvez nous demander ou d'aller voir directement dans les sites de ces organisations, donc Apéro francophone, French Cluster. Et Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste demander les 15 trimestres pour la, le système de santé français, si on est à l'étranger, c'est combien à peu près? Ça dépend de votre... Alors, c'est Ah 15 oui, ans, c'est 15 ans, c'est pas 15 ans, 15, pardon. c'est 60 ans. 60 trimestres, oui, ça Voilà. serait combien d'argent si les gens voulaient payer Ah, ça direct? alors, ça, en fait, c'est à la fois du temps et de l'argent parce que D'accord, il faut pouvoir cotiser pendant un certain nombre d'années à d'accord, un organisme comme la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger, qui est un organisme de cotisation sociale française. Et donc, il faut pouvoir compléter ces 15 années avant la fin, enfin, avant de partir en retraite et avant de ah, faire d'accord, cette demande de carte vitale française. À d'accord, partir de ce moment-là, effectivement, on peut demander une carte vitale française. Et d'accord, sinon, la seule autre option d'avoir des soins qui soient remboursés en France, en dehors du cas où l'assurance qu'on a couvre mondialement et donc couvre aussi la France, mais la seule solution, c'est de redevenir résident français pendant cette période-là. Et il y a aussi une de ces mesures qui a été prise dans les dernières années, qui exige d'avoir maintenant 3 mois de résidence française avant le début de la couverture. Voilà, il existe cette période de 3 mois dans laquelle les soins ne seront pas remboursés en France. d'accord. Je crois que c'est un Voilà. point très important, Alain, parce que je crois qu'il y a des Français enfin, tant mieux pour eux, qui n'ont pas eu de problème de santé et qui n'ont pas cette expérience de l'accès aux soins aux États-Unis, qui est très cher. Mais l'idée de se rapatrier en France pour se faire soigner est bien limitée, justement, lorsqu'on a été résident aux États-Unis depuis longtemps. Donc, l'important d'avoir une couverture médicale adéquate aux États-Unis, parce que les restrictions pour utiliser une carte vitale en France sont importantes, hein. Les 3 mois de résidence préliminaire, donc ça ne couvre pas l'urgence, ça ne couvre pas des chirurgies importantes nécessaires, etc. Donc, Et encore une l'expérience fois, montre, pardon. L'expérience montre également que lors d'un retour en France, même si c'est pas pour une raison médicale, la possibilité d'avoir cette carte vitale qui est en théorie est possible à partir du troisième, enfin de 3 mois de résidence en France et donc de ces 90 jours. L'expérience montre que souvent les organismes sociaux en France sont particulièrement lents, demandent un certain nombre de documents et donc, on voit des gens qui n'arrivent pas à avoir cette couverture même après 90 jours. Donc oui, c'est clair, ça ne couvre absolument pas l'urgence. C'est une certitude. Ça peut couvrir des soins planifiés à l'avance pour lesquels la personne souhaite rentrer, voir son médecin, voir son chirurgien dans un hôpital de son choix en France. Ça peut couvrir ça, mais certainement pas l'urgence. Moi, je voulais rajouter, en fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant la période de la pandémie, ce délai de 3 mois de carence avait été supprimé pour permettre à tous les Français, en fait, de l'étranger qui sont revenus d'Asie, des États-Unis, etc., de bénéficier de soins. Donc, voilà, la France avait supprimé ce délai de carence de trois mois et l'a remis. Voilà. La rétablir. Voilà, donc c'est simplement, effectivement, il faut savoir ça, et souvent les Français de l'étranger sont un petit peu oubliés des discussions à l'Assemblée ou au Sénat parce que voilà, on n'est pas la population de priorité pour eux. Et manifestement, je pense qu'il y a des derniers développements que j'ai pas encore eu le temps de regarder il y a une semaine où il y a un certain nombre de droits qui ont été à nouveau restreints et des budgets qui ont été rabotés pour les Français de l'étranger parce que, voilà, encore une fois, ils sont loin, on les oublie un petit peu. Je rebondis, tu dis, Pardon, pardon, Bettina. pardon Inès, je rebondis sur ce que tu disais Alain, les Français de l'étranger sont les plus grands ambassadeurs de la France à l'étranger et de par justement les deux exemples que nous avons aujourd'hui, le rayonnement
de la communauté scientifique dans l'Ouest américain, avec Bettina et Christophe, devrait faire que, justement, on devrait être prioritaire et on devrait, nous sommes ceux qui faisons rayonner la France à l'étranger. Et je pense que ça pourrait être une fierté pour la France et les Français de nous avoir, voilà, je n'irai pas Alors, plus loin. j'ai une question de Nancy qui dit est-ce que si on a déjà une carte vitale depuis des années et que l'on revient en France, on a accès aux mêmes droits que les Français résidents? Lorsque je vais chez mon médecin en France, il me semble que ma carte vitale fonctionne. Alors, on n'est pas des spécialistes de l'aspect carte vitale et sécurité sociale. Si la carte fonctionne, tant mieux, mais je pense que, il y a certainement plutôt un délai dans l'administration qui fait que la carte vitale n'a pas été peut-être encore désactivée ou quelque chose comme ça. Si les soins sont remboursés, tant mieux, mais c'est pas du tout une garantie. Mais ça dépend effectivement de votre statut particulier. C'est-à-dire que cette carte vitale, vous l'aviez eue il y a longtemps, avec effectivement une activité en France. Et donc, est-ce que c'est effectivement un délai de réaction de l'administration de la sécurité sociale qui fait que vous avez conservé ces droits alors que logiquement ils étaient plus ouverts? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, la carte vitale est réservé aux gens qui travaillent en France et donc qui cotisent en France euh, pour la sécurité sociale. Et cette carte vitale a été donnée en fait aux résidents étrangers, les Français résidant à l'étranger. Et c'est ces conditions qui ont été drastiquement changées il y a 5 6 ans de ça, qui ont fait sortir en fait beaucoup de ces Français qui étaient retraités, qui profitaient d'un passage en France pour pouvoir aller voir leur médecin et qui a été supprimé. Donc, je pense que pour ceux qui l'avaient préalablement, les retraités qui l'avaient préalablement, cette condition a été limitée à 10 ans, c'est-à-dire que pour eux, le seuil de coupure de la carte vitale, c'était 10 ans pour ceux qui les avaient déjà, mais pour tous les nouveaux, c'est maintenant 15 ans, ce qui est important. Et c'est vrai qu'on voit ce problème souvent parce que, par définition, de plus en plus, les gens ont des carrières internationales et 15 ans de résidence et de travail en France, en tout cas pour les Français de la région, c'est plutôt une exception que la règle. Voilà. Christophe a une question. Oui, j'ai juste une expérience personnelle. Il y a 2 ans, là, j'ai eu un accident de vélo dans les Pyrénées. Moi, j'ai pas la carte vitale, mais j'ai dû aller aux urgences à côté de Lourdes, à Tarbes, et c'était très intéressant parce que les mêmes soins, moi, je dirais, entre les États-Unis et la France, en France, c'était un cinquième de ça coûterait aux États-Unis. J'ai payé avec ma carte de crédit et puis j'étais remboursé pour mon assurance aux États-Unis. Donc en fait, c'était un peu compliqué au début, mais vu le prix des soins en France, c'est quand même, c'était quand même, j'avais pas un problème de payer, quoi. C'était vraiment quelque chose les soins étaient à égalité de ce que j'aurais eu aux États-Unis, je pense. Donc c'était très très bien. C'était un peu compliqué avec mes assurances aux États-Unis, mais à la fin c'était remboursé à 100%. Voilà. Donc Mais c'est surtout un choc pour les Français qui sont de ouais, passage aux États-Unis oui, ou qui arrivent depuis peu et qui étaient habitués ouais, à avoir un ticket modérateur aux urgences d'un hôpital français de quelques dizaines d'euros. Et ouais. quand effectivement ils font un passage ici, même en ayant une couverture médicale américaine aux urgences d'un hôpital, souvent c'est une facture qui dépasse largement les 1000 $, qui ne sont pas remboursés, c'est le reste à charge pour le patient. Et Et donc là, ici, effectivement, il y ouais. a, il y a une compréhension qui est assez violente à ce moment-là. C'est violent et moi j'ai eu une amie qui a eu un accident de vélo ici il y a quelques années et la facture était à plus de 35 000 $. Et on a avec d'autres personnes,
on lui a expliqué comment négocier avec l'hôpital et puis elle a pu négocier et à la fin c'était beaucoup moins cher, mais c'était compliqué quand même. Et si on ne sait pas comment faire ça, ouais, ça peut choquer les gens et les effrayer même. Donc voilà. Ouais. Voilà, c'est un très vaste sujet sur lequel on pourrait faire de Ouais. très nombreux webinaires. Je voulais simplement vous remercier encore une fois d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer tout ça. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans l'un des événements dans lequel on sera présent dans les prochaines semaines. Et sinon, d'une façon générale, à très bientôt à tous dans une communauté ou une autre, puisqu'on est dans beaucoup de communautés différentes. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, Merci Bettina, infiniment. Christophe, Merci Inès, beaucoup Claire. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.